Et bienvenue dans le JT de la semaine de Vue d'ailleurs, et on commence avec les actualités internationales. Et on se demande ce matin comment les mercenaires étrangers de la guerre en Ukraine sont-ils recrutés. C'est la question posée par Philippe Rosenthal. Depuis le début de l'opération militaire, la guerre des mercenaires étrangers ont commencé à affluer pour rechercher soit des salaires élevés, soit pour défendre les valeurs qui leur tiennent à cœur, d'anciens militaires comme des étudiants qui n'ont jamais tenu d'armes et qui viennent d'ailleurs à la demande du président Volodymyr Zelensky. Beaucoup viennent de pays en crise, notamment d'Afghanistan. 20 000 combattants auraient été enrôlés par l'Ukraine, alors que ce chiffre ne s'élève qu'à 5 000 selon la Russie. Mais des mercenaires qui ne seraient pas si faciles à encadrer, notamment parce qu'ils sont très dépendants des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, des sociétés d'intelligence économique, notamment en France, proposent leur savoir-faire. Et l'actualité française, et selon Pierre Duval, Macron a choisi une Madame Thatcher bis. D'abord parce qu'il a nommé une femme au poste de Premier ministre, Elisabeth Borne, mais la nouvelle chef du gouvernement est en fait une première ministre technique. Elle devra agir strictement dans le respect de la politique économique dictée par Emmanuel Macron, avec de grandes orientations dans l'écologie, dans la transition vers une énergie bas carbone, ou encore procéder à la réforme très controversée des retraites. Elisabeth Borne s'est justement montrée très efficace dans des situations difficiles lors du premier quinquennat, mais elle est critiquée notamment par le Parti communiste qui la qualifie de Madame Thatcher bis, arguant qu'elle a baissé les allocations chômage lors de sa réforme. Et le Parti communiste critique aussi son choix d'avoir mis en concurrence la SNCF, un choix du libéralisme qui déplaît que les Français jugeront donc lors des élections législatives. Et actualité culturelle à présent, et c'est une œuvre d'art qui est en fait une voiture. L'exemplaire s'est vendu 135 millions d'euros, a été mis en vente par Mercedes. Un coupé 300 SLR datant de 1955 est vendu par Sotheby's à Stuttgart et qui est devenue la voiture la plus chère du monde, beaucoup plus chère qu'une Ferrari, adjugée il y a plusieurs années 48 millions d'euros. La voiture, cette Mercedes, est capable d'atteindre 300 km par heure mais n'a pourtant jamais connu les pistes de circuit. Elle est et restera exposée dans le musée Mercedes-Benz de Stuttgart. Et tout de suite, l'actualité économique avec une interview. Et les actualités économiques, et on continue de parler de ce nouveau gouvernement avec notre invité Franck Morel. Bonjour Franck. Bonjour. Vous êtes ancien conseiller social d'Édouard Philippe à Matignon et vous êtes aussi avocat en cabinet Flichy-Granger. Alors, le social, quelle place va-t-il avoir dans ce nouveau gouvernement ? Écoutez, une place essentielle, parce que deux des premiers dossiers que va avoir à connaître le nouveau gouvernement sont des dossiers sociaux. Le tout premier dossier va être un dossier relatif au pouvoir d'achat, avec deux projets de loi qui vont être présentés très rapidement après les élections législatives. D'abord un collectif budgétaire et puis sans doute un autre projet de loi à côté pour aborder toutes les dimensions de l'aspect pouvoir d'achat, chèque alimentaire, bouclier tarifaire, nouvelles règles en matière d'intéressement et de participation. Et puis le second dossier important qui va sans doute arriver très très vite sur la table du gouvernement et qui est extrêmement sensible, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est la question de la réforme des retraites, avec l'élévation de l'âge de départ en retraite. Donc vous le voyez, les sujets sociaux traditionnellement sont souvent au menu des premières questions à traiter par les nouveaux gouvernements qui se mettent en place en début de quinquennat, et cette entre guillemets tradition ne va pas être modifiée cette fois-ci.
Et alors, avec quels objectifs, notamment pour la loi pouvoir d'achat, c'est quand même une loi un peu plus facile à faire passer dans l'opinion, puisqu'il s'agit quand même de soutenir effectivement le pouvoir d'achat. Oui, c'est un peu du sucré avec les retraites qui seront un peu le salé qui va venir juste après. Donc c'est toujours plus facile de commencer par le sucré. Avec une difficulté, malgré tout, c'est qu'en matière de pouvoir d'achat, eh ben souvent, malheureusement, on n'en fait jamais assez. C'est-à-dire que l'opinion a de très très fortes attentes sur la question et il est très compliqué de satisfaire parfaitement les attentes de l'opinion en la matière. Et donc le risque dans un certain nombre de situations, c'est un peu, si vous me permettez l'expression, d'arroser du sable. C'est-à-dire de dépenser des sommes assez importantes en la matière et malgré tout de rester face à une opinion qui reste en attente. Moi j'ai souvenir. Par exemple, j'étais conseiller à l'époque au cabinet du ministre du Travail. J'ai souvenir des débuts du quinquennat de Nicolas Sarkozy, où il y avait eu la loi TEPA en août 2007, qui avait mis en place les heures supplémentaires, défiscalisées, désocialisées. Et il avait fallu mettre sur la table un second texte en février 2008 de monétisation des JRTT, parce que les attentes de l'opinion, malgré la loi TEPA, restaient extrêmement importantes. Donc il y a un enjeu très fort dans un contexte en plus qui n'existait pas à l'époque, là qui est nouveau, de forte inflation, de démarrage de l'inflation. Il y a un contexte important pour trouver les bons leviers, les bons mécanismes, bien les cibler, dans un contexte où le quoi qu'il en coûte a produit pleinement des effets, on va dire, et où à un moment donné, on va quand même se poser un certain nombre de questions sur l'accroissement de l'endettement et sur, je dirais, les bons arbitrages, sur les bons leviers à actionner pour répondre à la demande de pouvoir d'achat. Donc, ça va être ces questions qui vont se poser très très vite avec des arbitrages très rapides. Alors moi, il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le sujet de l'encouragement à l'intéressement et à la participation. Le dividende salarié, la promesse qu'a fait le président de la République pendant la campagne électorale de mettre en musique l'idée selon laquelle on ne peut distribuer des dividendes aux actionnaires que si on a distribué un dividende salarié, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a mis en place, lorsque ça n'existait pas, des mécanismes d'intéressement et de participation ou des mécanismes d'intéressement et de participation supplémentaires. Il y aura peut-être aussi la question, je dirais, de faire en sorte que la participation soit mise en place beaucoup plus largement que ça n'est le cas, notamment dans les entreprises plus petites. Et puis, est-ce que le sujet heures supplémentaires va revenir? Pourquoi pas? Je ne sais pas. C'est pas pour l'instant parmi les sujets qui sont sur la table, mais je pense qu'il y aura un certain nombre de questions qui vont se poser. Et puis toutes les questions de bouclier tarifaire, de chèque alimentaire, peut-être de chèque transport, qui était un sujet qui était venu à un moment donné. Alors il y a la ristourne, entre guillemets, sur les dépenses de carburant, qui va sans doute être prolongée. Ça va faire partie des questions. Mais ça sera les tout premiers sujets. Alors c'est plus du sucré, mais c'est pas parce que c'est du sucré que c'est forcément plus évident, parce qu'il faut effectivement bien doser, trouver les bons arbitrages, les bons éléments, voilà. Et puis ensuite viendra le salé, avec là une exigence très forte quant à la méthode. Oui, justement, comment va faire Elisabeth Borne? Parce que, pour la loi pouvoir d'achat, le montant des chèques ne satisferont peut-être pas les Français, mais il y a peut-être quelque chose qui les satisfera encore moins, c'est de travailler jusqu'à 64, 65 ans. Comment est-ce qu'elle va faire passer ça, alors qu'en plus, ça a été le serpent de mer du précédent quinquennat? Vous savez, pour qu'une réforme sociale fonctionne et ait des chances de passer, il faut qu'il y ait 4 conditions. 4 conditions qui soient remplies et qui sont essentielles. Et on voit bien dans l'histoire des réformes sociales que quand il manque plusieurs de ces conditions, c'est mal parti. La première des conditions, c'est qu'il faut que la situation de départ soit suffisamment insatisfaisante pour nécessiter une réforme. C'est la nécessité. Il faut que la réforme soit perçue comme étant nécessaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir, avec l'opinion publique, avec les différents acteurs, objectiver la situation de départ et montrer qu'il est absolument indispensable de faire la réforme. Alors la difficulté sur ce sujet, c'est qu'on a des rapports du corps qui peuvent être contradictoires avec la question. Mais on a des besoins de financement sur toute une série de thématiques, et notamment la thématique du grand âge, qui sont énormes, qui sont importants. Et la réforme des retraites, elle est faite aussi pour ça. Et puis l'évolution des comptes des retraites vont faire que c'est nécessaire de rééquilibrer. Donc ça, c'est le premier point, c'est objectiver la nécessité. Le deuxième point,
c'est de pouvoir s'appuyer sur une majorité parlementaire qui est soudée. Ça veut dire qu'il faut que la majorité soit en soutien plein, qu'il n'y ait pas de division au sein de la majorité sur le fait de pousser la réforme, de la soutenir, quels que soient les à-coups, quels que soient les aléas. Donc là, il va falloir faire un gros travail sur la majorité parlementaire. Et puis les deux autres points essentiels, et l'avantage avec cette réforme des retraites, c'est qu'on les a plus tôt, ces points. Le troisième point, c'est la légitimité. C'est faire en sorte que la réforme soit perçue comme étant légitime. On a deux manières de faire en sorte qu'une réforme soit légitime. La première manière, c'est de faire en sorte qu'elle ait l'onction du suffrage universel, c'est-à-dire qu'on ne prenne pas nos concitoyens en traître et qu'elle ait été, cette réforme, très clairement mise sur la table au moment des élections, en disant à nos concitoyens, si vous votez pour moi, si vous m'élisez, je ferai ça. Et ça, c'est important puisque le président de la République a été très clair pendant cette campagne, même si on a pu qualifier cette campagne d'un peu évanescente, pour dire qu'il allait le faire. Et c'est encore le cas au moment des législatives. Mais il faudra conforter cette légitimité avec une phase de concertation avec les organisations syndicales. Et puis, le dernier point, qui est également très important, et on l'a plutôt, c'est la clarté. C'est-à-dire savoir précisément où est-ce qu'on veut aller, quelle est la direction. Et là, il faut reconnaître que lors de la précédente tentative de réforme, ce n'était pas forcément le cas et ce point n'y était pas. Et quand c'est, vous savez, l'adage, quand c'est flou, il y a un loup, quand c'est pas clair, on vous soupçonne des plus noirs dessins et vous perdez sur tous les tableaux. Donc il faut être très clair. Et là, on est très clair. Donc ça ne veut pas dire que la réforme va être un lit de rose et que ça va être extrêmement facile. Au contraire, ça va être difficile. Des réformes des retraites sans grève, j'en ai pas connu. Donc il y aura forcément des grèves et des manifestations, mais il va falloir soigner la concertation, soigner effectivement les éléments qui peuvent être mis dans le pot vis-à-vis des OS pour avoir des éléments de deal. Et alors justement, Franck Morel, vous avez côtoyé Elisabeth Borne quand vous étiez conseiller social d'Édouard Philippe. Est-ce que ça vous paraît la bonne personne pour mener à bien cette réforme des retraites ? Elle a mené quand même des réformes difficiles. Elle était ministre des Transports quand elle a mené la réforme de la SNCF. Elle a été présidente de la RATP, présidente d'une maison qui n'est pas forcément connue pour être facile toujours d'un point de vue social. Donc c'est quelqu'un qui a une solide expérience en la matière. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien les organisations syndicales et donc je pense, oui, qu'elle a plusieurs atouts effectivement de son côté pour mener ce chantier difficile. Elle sera épaulée dans cette tâche par Olivier Dussopt, qui est aussi quelqu'un d'assez solide, qui a été ministre de la fonction publique et qui a fait une réforme de la fonction publique qui là aussi n'était pas forcément la plus facile et qui l'a concertée. Donc oui, je pense qu'au niveau des ressources, des personnes ressources, on a au sein du gouvernement, à la tête du gouvernement et au sein du gouvernement, un certain nombre de personnes ressources costauds pour mener ce genre de réforme. Bien, merci beaucoup, c'est le mot de la fin. Franck Morel, merci à vous. Avocat en droit social au cabinet Flichy-Granger, aussi ancien conseiller social d'Édouard Philippe. Merci beaucoup Franck Morel, c'est la fin de ce JT de Vue d'ailleurs. Très bonne journée et très belle semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.